Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. La laïcité, un des enjeux de l'enseignement et du vivre ensemble, fait encore polémique à l'école. Sujet tendu, sujet philosophique, mais aussi éminemment politique. On en parle dans quelques instants sur ce plateau. Mobiliser et alerter sur le besoin de dons de moelle osseuse, un sujet dont viendra nous parler la docteure Catherine Fauché en seconde partie d'émission. Tout de suite, on fait un point sur l'actualité de l'éducation avec Louisa Garotiard. Louisa, bonsoir. Bonsoir Virginie. On ouvre ce journal avec un chiffre, 13 800. C'est le nombre d'élèves qui sont toujours dans l'attente d'une affectation à l'école. Cela touche essentiellement les niveaux secondes dans le cadre des affectations après la 3e et les élèves de terminale avec notamment les redoublements, explique le ministère. La cause principale, le manque de place face à un ratio offre-demande déséquilibré. Les voies professionnelles sont les plus touchées. Nous avons contacté Pascal Vivier, secrétaire général du SNETA, premier syndicat des professeurs du lycée professionnel. On l'écoute. C'est la résultante d'une réforme du lycée professionnel sans sens, d'une orientation toujours malade et de systèmes d'orientation que sont Affelnet et Parcoursup, toujours incapables de se rendre compte que les familles et les enfants ne doivent pas être laissés dans l'angoisse et que l'affectation doit prioritairement se faire avant les vacances d'été. La défenseure des droits, Claire Hédon, avait déjà tiré la sonnette d'alarme l'été dernier, demandant au gouvernement, je cite, de mettre en place des permanences dans les rectorats pour répondre rapidement aux sollicitations urgentes pendant les vacances scolaires. Et dans quel état sont les élèves, Louisa ? Malgré un avis favorable du conseil de classe pour que j'aille en première STMG, tous mes vœux ont été refusés. Je me suis sentie mise à l'écart. Je me suis dit, tant pis, j'y vais quand même. Au moins, je suis dans un lycée, même si ce n'est pas celui que je voulais. Voici les témoignages que l'on peut lire dans Le Monde. Pour les parents, c'est la douche froide. De nombreux témoignages font état d'un manque d'accompagnement, comme cette mère de famille, Liliane, en attente de réponse pour ses deux filles. Elle dit, c'est lamentable de laisser des enfants sans solution, on nous laisse tomber. Et nous, les parents, on court derrière pour essayer de voir ce qu'on peut faire. On se bat pour leur avenir. Le ministère précise qu'un dernier état des lieux sera effectué le 24 septembre sur la plateforme d'affectation Affelnet. Le site du gouvernement servicepublic.fr précise qu'en cas de difficulté, il est possible de solliciter le principal du collège ou un psychologue de l'éducation nationale. On poursuit avec les résultats 2024 du 12e baromètre de l'UNSA Éducation sur l'état d'esprit du corps enseignant, publié ce mardi. Il semblerait que le manque de reconnaissance du personnel soit en cause. Il faut mettre le premier employeur de France devant ses responsabilités. Aujourd'hui, la réalité ne peut être ignorée. 92% des personnels aiment leur métier, mais ils en sont empêchés. Voici ce que dénonce Morgane Vervier, secrétaire générale de l'UNSA Éducation. Ressources humaines, choix financiers, réalité du métier, 50 000 répondants, une majorité d'enseignants, médecins scolaires, administratifs ont pu faire un état des lieux de leur pratique professionnelle. Pour 72%, les conditions de travail ne sont pas satisfaisantes. 2/3 soulignent le manque de respect dans l'exercice de leurs fonctions. C'est 10 points de plus en 7 ans. Si certains estiment vouloir changer de métier, Morgane Vervier estime, je cite, que les années Macron laissent et vont encore laisser des traces sur le champ de l'éducation. En cause, les changements de réforme qui peuvent être contradictoires d'une année à l'autre et apporter stress et épuisement professionnel au personnel éducatif. Nous en parlons depuis le début de la semaine, on n'est pas les seuls. L'enquête de Victor Castanet, les ogres, sort aujourd'hui et certaines crèches privées visées ont voulu répondre à ces accusations. People and Baby, la crèche la plus visée, répond ce matin aux accusations. Je cite, « Les pratiques décrites dans l'ouvrage sont en décalage total avec les valeurs que nous prônons et assurent qu'elle mènera des audits indépendants. » Autre crèche épinglée, les petits chaperons rouges. Certains salariés suivent et appuient les propos du journaliste. On écoute le témoignage de cette auxiliaire d'une crèche d'Aix-en-Provence ce matin au micro de Mathilde Vinceneux sur France Inter. Les directrices avaient pour consigne de faire les commandes de repas à minima, c'est-à-dire qu'on a 15 grands, on va commander 14 voire 13 repas à chaque fois. Régulièrement, il y a des parents qui nous disent « Oh là là, mais il n'a pas mangé hier !» À la maison, ils se mettent devant le frigo, ils pleurent.
La crèche privée Les Petits Chaperons Rouges dément le surbooking et parle d'accueil occasionnel, légal et contrôlé et souligne la satisfaction des parents. Ce sont les adolescents qui vont pas être contents maintenant car Instagram lance les comptes adolescents pour protéger les mineurs de risques potentiels de l'application. Oui, les 13-17 ans auront désormais des comptes privés par défaut et qui pourront être gérés par leurs parents. Horaires, temps d'écran, information des correspondants, les parents pourront gérer ces fonctionnalités à distance. Antigone Davis, vice-présidente du groupe californien chargé des enjeux de sûreté auprès de l'AFP, précise que c'est une mise à jour importante conçue pour que les parents aient l'esprit tranquille. En 2023, une quarantaine d'États américains avaient alerté Meta sur ses mauvaises influences, cyberharcèlement, troubles alimentaires, risques d'addiction. La santé physique et mentale des jeunes était pointée du doigt. Alors, quelles sont les réactions des jeunes, du coup, face à cette nouvelle fonctionnalité, Louisa ? Ils préfèrent garder leur indépendance, mais pour plusieurs raisons. On les écoute au micro de France Inter ce matin. Parce qu'ils sont mon compte Instagram, il y a trop de trucs qu'il faut pas voir. Genre, je parle avec des filles qu'il faut pas parler. Mais pour rien, avec qui je parle, non. J'aurais plus de téléphone pendant un an, je pense. Ça me dérangerait qu'ils regardent à qui je parle. J'aurais pas l'impression qu'ils me feraient confiance à 100%. Nos parents, ils ont pas forcément toujours envie de voir ce qu'on fait sur Instagram, je pense. Donc c'est aussi un moyen de se protéger et de les protéger eux. C'est pas forcément une bonne idée parce qu'on rentre dans la vie privée des enfants. C'est notre jardin secret, quoi. On a envie d'avoir des conversations privées, d'avoir des relations privées aussi. Ce service n'est pas encore disponible en France, mais la plateforme Meta assure qu'il sera programmé dans les prochaines semaines. Et on termine ce JT avec une pâte à tartiner qui fait fureur, une pâte à tartiner algérienne, El Morgen, interdite en France par l'Union européenne. Selon le ministère, l'Algérie ne remplit pas, je cite, les conditions nécessaires pour permettre à un pays tiers d'exporter vers l'Union européenne des marchandises contenant des produits laitiers destinés à la consommation humaine. Victime de son succès grâce aux réseaux sociaux, cette pâte, rappelant le goût du Kinder Bueno, a très vite été en rupture de stock. Le ministère de l'Agriculture a ouvert une enquête afin de définir les mécanismes de contournement. Moustapha Zebdi, président de l'Association algérienne de protection des consommateurs, dénonce une volonté de protéger le groupe Ferrero, détenteur du Kinder Bueno. Quant à Ferrero, il dément toute participation à cette enquête. Merci beaucoup, Louisa. Il y a un an, Gabriel Attal faisait sa rentrée en tant que ministre de l'Éducation avec cette mesure polémique, l'interdiction de l'abaya à l'école. S'en est suivi une longue séquence de débats médiatiques et de tensions dans les établissements et même dans la presse. La situation s'est-elle apaisée? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Le principe de laïcité s'est-il clairement défini et appliqué? On en parle dans quelques instants, on en parle même tout de suite avec nos invités. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Charles Mercier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur en histoire contemporaine à l'Université de Bordeaux. Vous êtes également membre du laboratoire Culture, Éducation et Société. Nicolas Cadel est avec nous également. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité auprès du Premier ministre et vous êtes également cofondateur de la Vigie de la laïcité. Alors si vous le voulez bien, on va en profiter, une fois n'est pas coutume, pour parler vraiment d'histoire de la laïcité parce que finalement, c'est comme ça peut-être qu'on va mieux interpréter ou comprendre plutôt ce sujet et reprendre ensemble les textes de loi. Alors pas tous les textes, je vous rassure, mais peut-être certaines phrases qui sont essentielles. Se replacer dans un contexte aussi. C'est pas l'historien qui va le démentir. Le contexte, c'est très important pour pouvoir comprendre une loi. On fait tout le temps allusion à cette fameuse loi de 1905. On peut rappeler le contexte de l'époque, s'il vous plaît, Charles Mercier? Oui, alors le contexte de l'époque, c'est un contexte extrêmement tendu entre la principale religion française de l'époque, le catholicisme, et le gouvernement, avec en principe une collaboration dans le cadre du concordat entre ces deux institutions. Mais dans les faits, les motifs d'opposition, les conflits, les tensions sont tellement importants que l'idée d'une séparation revient au cœur des débats et va se concrétiser autour de débats parfois animés par cette loi du 9 décembre 1905. Donc c'est dans un cadre de conflit entre deux partenaires qui ne s'entendent plus vraiment, mais aussi dans
dans un cadre où il y a des acteurs politiques qui essaient de trouver une solution qui permette non pas un consensus, mais au moins un compromis entre toutes les parties prenantes, un souci d'apaisement, que cette loi du 9 décembre 1905 va pouvoir advenir. On est d'accord qu'il y a en fait l'Église catholique romaine d'un côté qui, on peut dire, a la main mise sur à la fois la société civile, économique et politique du pays, et à la fois effectivement 1905, donc ça veut dire après les philosophes du 18e, et qui d'un coup remettent cela en question et essayent à la fois de se départir de l'État, finalement, de la mainmise de l'État et de l'Église, ou des églises plutôt. Oui, alors en 1905, l'Église catholique, la mainmise de l'Église catholique a déjà beaucoup diminué depuis la Révolution. La Révolution française, et même avant la Révolution française, elle n'était pas totale. Il faut se garder d'avoir une vision trop caricaturale du passé. Et de fait, depuis la fin du XVIIIe siècle, il y a un processus de laïcisation qui fait que de plus en plus de domaines sociaux échappent à la mainmise de l'Église catholique, et qu'il y a un processus de renégociation des pouvoirs avec l'État. La loi de 1905 vient achever un processus, temporairement un processus de socialisation, en actant la séparation de l'État d'avec l'Église et le principe de non-financement des activités purement religieuses par les pouvoirs publics. Alors reprenons justement les articles. Je les ai évidemment notés, vous savez bien que je ne les connais pas par cœur. Article 1er. La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. Alors on va un peu plus loin. J'aimerais vous faire réagir, Nicolas Cadenne, déjà à ces premières phrases de l'article 1er. Précisons que c'est le libre exercice des cultes. Beaucoup de gens croient finalement que c'est le simple droit d'aller finalement à l'église, à la synagogue ou à la mosquée. C'est pas ça. Non, bien sûr. D'ailleurs, on a aussi le terme majeur qui est la liberté de conscience, et la liberté et la possibilité de manifester cette liberté de conscience. Et effectivement, également la liberté de culte. Donc c'est extrêmement large. Cela signifie qu'effectivement, avec cette loi de 1905, eh bien, tout un chacun est parfaitement libre d'exprimer ses convictions ou ses croyances, et y compris dans l'espace public, dès lors qu'il ne trouble pas l'ordre public. Et ce qui est d'ailleurs précise ensuite l'article. Donc, on en revient finalement à l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui, comme vous le savez, déjà appelait la nécessité de garantir cette liberté de conscience, cette liberté d'exprimer des opinions ou des convictions ou des croyances, qu'importe, en privé comme en public, dès lors qu'on ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. Donc c'est un article absolument majeur, c'est pas pour rien qu'il est en première position, et c'est effectivement un article qui est parfois pourtant oublié, puisqu'on a tendance à analyser la laïcité souvent sous l'angle de l'interdit, alors que c'est d'abord une loi de liberté, et c'est d'ailleurs ce que rappelait Aristide Briand, le rapporteur de la loi à l'Assemblée nationale, qui qualifiait cette loi de libérale. Mais vous avez souligné quelque chose d'assez important, effectivement, et qui figure bien sûr en premier dans l'article, c'est la liberté de conscience. C'est-à-dire qu'en fait, là, ça sous-entend, effectivement, le fait qu'il n'y ait pas de pression, finalement, de l'Église ou de n'importe quelle institution religieuse. Oui, c'est la garantie pour chacun des citoyens de pouvoir exprimer librement ses convictions religieuses ou non religieuses. Et c'est vrai qu'il peut être interprété de différentes manières. D'un certain côté, le fait de ne pas attenter à la conscience suppose une forme de réserve ou de neutralité de l'État. Aujourd'hui, et on en viendra sans doute plus tard, certains interprètent la laïcité comme le fait que les citoyens sont aussi astreints à une forme de discrétion pour ne pas attenter à la liberté de conscience des autres. Mais l'esprit de 1905, c'est plutôt la première version, c'est l'État qui est neutre, qui est séparé des églises, pour garantir la liberté des citoyens, la liberté d'expression religieuse des citoyens, et garantir l'égalité aussi entre les citoyens. C'est la garantie qu'un citoyen, quelle que soit sa conviction, sa croyance, soit traité de la même manière par les agents publics. Oui, ce qui présuppose, et c'est l'article 2 auquel vous faites allusion sur la séparation des églises et de l'État, c'est ce qui présuppose que, en fait, si on n'était pas effectivement peut-être de croyance ou d'obédience catholique à l'époque, hein, on se situe toujours dans le contexte de l'époque, attention, on pouvait être peut-être considéré comme inférieur aux autres. C'est-à-dire que c'est le principe, justement, cette loi a amené l'égalité de tous les citoyens, peu importe finalement la religion ou l'athéisme ou autre. Alors, la loi ne résout pas forcément les problèmes de discrimination qui existent au sein d'une société. En tout cas, on fait appel à la fraternité.
Oui, on fait appel à la fraternité, mais c'était aussi la garantie dans l'esprit des promoteurs de la loi de 1905 et notamment d'Aristide Briand, eh bien que les croyants catholiques ne soient pas moins bien traités que les agnostiques ou que les athées. Il y avait un souci aussi de conciliation avec les catholiques et c'est pas du tout une loi qui est anti-religieuse ou qui serait dressée contre une partie de la population. Il y avait effectivement l'idée à une époque où le gouvernement était anticlérical et où il y avait pu avoir un sentiment chez certains catholiques d'être maltraités par le gouvernement. Ah oui, c'est plutôt l'inverse alors. Ouais. Voilà, l'idée, au contraire, que cette laïcité était une loi d'apaisement et qu'elle elle permettait le respect par l'État des citoyens, y compris des citoyens croyants. On fait un bond de 100 ans maintenant. Alors évidemment, il s'est passé des tas de choses entre-temps, mais enfin bon, le temps est réduit et on le sait, et donc il faut pouvoir avancer, bien sûr. La loi de 2004, souvent on en parle. Quel a été le contexte de l'époque de cette loi de 2004, Charles Mercier? Alors le contexte, eh bien, c'est l'apparition de signes religieux musulmans, notamment les foulards, ce qu'on appelle à l'époque les foulards ou les voiles, en contexte scolaire, et un grand débat politique, médiatique et social sur qu'est-ce qu'on fait de ces signes à l'école, avec des fractures à l'intérieur de chaque camp, au sein de chaque parti politique. Donc ça, c'est le contexte de moyen terme. Et puis, plus court terme, eh bien, c'est les conséquences du 11 septembre 2001, une certaine inquiétude vis-à-vis du terrorisme qui se revendique de l'islam. Et plus généralement, une question de qu'est-ce qui fait de la cohésion, qu'est-ce qui nous permet de faire société ensemble. En 2002, Jacques Chirac est réélu face à Jean-Marie Le Pen. Il cherche à réactiver la laïcité comme une valeur fédératrice et il va mandater une commission de sages présidée par Bernard Stasi pour réfléchir à l'application du principe de laïcité. Et dans un processus très compliqué qui serait trop long de détailler ici, eh bien cette commission va préconiser beaucoup de mesures qui vont dans des directions très différentes, mais le pouvoir politique va retenir la mesure d'interdiction des signes religieux ostensibles à l'école. Donc ça veut dire qu'il y a eu déjà cette première pierre de posée en 2004 et pour autant on en revient, si on prend cette loi-là, bien qu'elle ne mentionne pas spécifiquement l'abaya, cette loi interdisait donc les vêtements et signes religieux ostensibles à l'école et pourtant, eh bien, la semaine dernière, le Conseil d'État se prononçait pour la validation de l'interdiction de l'abaya. Du coup, je me dis, c'est un peu surprenant, c'est-à-dire que pourquoi il a fallu revenir sur cette question alors qu'elle était déjà préabordée. J'aimerais votre réaction, Nicolas Cadenne. En fait, la loi n'interdit pas précisément ou exactement le port de signes ostensibles. La loi interdit la manifestation ostensible d'une appartenance religieuse par le port de signes ou de tenues. Et c'est pour cela que le Conseil d'État a validé en effet la disposition, la circulaire qui appelle l'interdiction des abayas, mais évidemment uniquement dans le cas où on parle bien donc d'une abaya en tant que vêtement religieux et qui serait donc porté comme tel, manifestant ostensiblement une appartenance religieuse. Et c'est là où, évidemment, il faut faire attention à ne pas la confondre avec simplement des robes amples ou longues qui, elles, peuvent être portées par tout le monde. Il faut comprendre, en fait, que ce que précise la circulaire d'application de la loi de 2004, c'est que sont interdits, donc, ces manifestations ostensibles d'une appartenance religieuse par des signes et des tenues religieuses. Comment les qualifier, ces signes et des tenues? Ce sont des signes et des tenues qui ne peuvent pas être portés communément par n'importe qui et qui marquent immédiatement une appartenance. Et c'est uniquement en ce sens-là que, effectivement, peut dans ce cas être interdit le port de l'abaya dès lors qu'il est entendu comme une manifestation sensible d'une appartenance. Nicolas Cadenne, beaucoup de jeunes ne comprennent pas toujours cette question effectivement de signification, c'est-à-dire de signes à la fois et de vêtements religieux ostensibles qui sont donc interdits notamment à l'école. Est-ce que comment leur expliquer finalement le point de vue à la fois des législateurs et puis peut-être aussi de la Vigie de la laïcité dont vous êtes le cofondateur, peut-être vous aussi en tant qu'historien, j'aimerais votre position. Est-ce que c'est parce que cela crée un certain prosélytisme? Qu'est-ce que vous leur répondez? Alors le prosélytisme, c'est encore autre chose, c'est le fait de susciter l'adhésion d'autrui par son comportement, de susciter l'adhésion d'autrui à ses propres convictions, ses propres croyances. Le port d'un signe en lui-même n'est pas prosélyte. Donc ce serait un comportement qui accompagnerait le port de ce signe. Et de toute façon, le prosélytisme était en effet interdit à l'école. Et en fait, on pourrait remonter aux circulaires Janzé de 1936 et 1937 pour rappeler que toute propagande, qu'elle soit confessionnelle, politique ou commerciale, est interdite à l'école.
Là, la loi 2004 va plus loin en interdisant en effet cette manifestation ostensible d'une appartenance religieuse par le port d'un signe ou d'une tenue religieuse. Pour l'expliquer, en fait, il faut expliquer le fait qu'il s'agit dans un espace scolaire public, le primaire et le secondaire, c'est-à-dire un âge où on est mineur, sauf exception, où on n'est pas encore pleinement citoyen, où on ne dispose pas encore de tous ses droits de citoyen. Il s'agit dans cette période-là d'apprentissage des bases du savoir, parce que c'est bien le moment où on apprend tout un tas de bases des savoirs, d'éviter toute pression qui pourrait être faite sur les uns et les autres et qui pourrait amener à ne pas se forger par soi-même sa propre opinion, sa propre conviction. Donc, l'objet normalement de la loi... Pardon Nicolas Cadenne, je voudrais juste comprendre, excusez-moi, ça veut dire quoi fonder une opinion juste par un port de vêtements? Je sais que j'ai fait l'avocat du diable, mais voilà, j'assume, je veux qu'on comprenne. Vous avez raison de le faire parce que c'est un vrai débat et c'est un débat qu'il y a eu au sein de la commission Stasi. D'autant plus qu'effectivement, on sait bien que quand on met le doigt sur, on interdit une manifestation ostensible par un signe ou une tenue, et bien ça peut aller très loin sur les tenues et les signes. On a bien vu ce débat par rapport à la baya. C'est toute la difficulté de la chose en effet. Donc vous avez raison de le faire. C'est pour ça qu'il vaut mieux passer par le dialogue et heureusement d'ailleurs, cette loi prévoit toujours une phase de dialogue pour déminer chaque situation. Parce qu'en effet, ce qu'il faut réellement interdire et empêcher, ça ne doit pas aller au-delà du fait que, effectivement, le port de signes religieux pourrait amener à un repli, pourrait amener à s'astreindre à un débat interactif avec les autres élèves et avec les professeurs, et pourrait donc amener à empêcher le développement de l'esprit critique. C'est uniquement dans ce sens-là qu'en effet, il faut entendre l'intérêt de cette loi, c'est qu'effectivement, ça doit préserver l'espace scolaire pour apprendre et développer son esprit critique. Si effectivement on va au-delà et on se sert de la loi uniquement pour tout interdire sans chercher à assurer ce développement de l'esprit critique, ça n'a pas grand sens, vous avez raison. Donc il faut bien expliquer aux élèves que le sens de la loi est là, c'est de leur permettre d'apprendre les bases du savoir et de développer ensuite leurs propres opinions, de savoir, d'avoir les outils pour se former leur propre conscience, leurs propres opinions sur tout un tas de sujets. J'aimerais la réaction de Charles Mercier à ce sujet, parce que vous pouvez comprendre effectivement que les jeunes sont un peu perdus, les familles aussi, peu importe d'ailleurs la confession, la religion ou autre d'ailleurs, c'est juste de comprendre en quoi effectivement un vêtement, un signe ostentatoire religieux peut tout d'un coup amener à ne pas développer ou le développer trop ou pas comme il faut l'esprit critique. Et alors vous avez raison de dire qu'il y a une incompréhension des jeunes sur cette question. Quand il y a des sondages faits auprès des lycéens ou des 18-30 ans, on voit qu'une majorité sont favorables au port de signes religieux par les lycéens de lycées publics, mais aussi par les fonctionnaires ou dans le cadre de l'entreprise privée. Pour eux, ça fait partie du droit de manifester son identité personnelle. Et de ce point de vue-là, les valeurs des jeunes ne sont pas tout à fait concordantes avec celles des plus âgés. Ce qui peut susciter de l'incompréhension, parfois un sentiment d'injustice. Les plus âgés ne se posaient même pas la question avant. C'est aussi ça ce qu'il faut se dire. Nos parents et grands-parents ne se posaient pas cette question. Les différences culturelles étaient plutôt enrichissantes. En quoi, tout d'un coup, ça devient un problème? Il y a un basculement de l'opinion entre 2003 et 2004. On voit au départ, en 2003, que l'opinion est plutôt défavorable à l'interdiction des signes religieux ostensibles et qu'elle bascule avec le débat médiatique qui accompagne la commission Stasi en faveur d'une interdiction. Les générations précédentes, elles étaient habituées à des signes religieux de la majorité culturelle. Là, c'est des signes religieux qui viennent d'une minorité culturelle et donc qui n'ont pas la même portée. Il y a aussi la dimension interculturelle qui est à prendre en compte sans doute là-dedans. Mais pour revenir à votre question, comment expliquer à ces lycéens, moi ce qui me semble vraiment sur le terrain de la formation des enseignants, des futurs des étudiants qui se préparent au métier de l'enseignement, c'est que le catéchisme républicain ou les paroles un peu injonctives ne sont pas efficaces. Ce qui marche, c'est d'essayer d'expliquer que les législateurs ont considéré, au terme d'audition, de débat, que le port de signes religieux ostensibles il mettait en danger ou il mettait mal à l'œuvre la cohésion au sein de l'école, que c'était une sorte de petit trouble à l'ordre public qui pouvait légitimer une interdiction temporaire d'expression de sa liberté de conscience dans le cadre scolaire, mais que les étudiants, les lycéens retrouvent cette liberté dans le cadre de la rue ou ils la retrouveront à l'université. Donc c'est une privation temporaire de liberté dans un cadre bien spécifique
qui a été décidé au terme d'un débat. Et je leur dis aussi, en fait, il me semble important de dire que le débat reste ouvert, c'est-à-dire qu'en tant que futurs citoyens, ils sont ceux qui feront les évolutions législatives de demain, et que ça n'est pas figé dans le marbre. Voilà, ils sont aussi acteurs et protagonistes du futur. Tout le monde entend qu'effectivement, les lois sur la laïcité permettent justement le libre exercice de son propre culte et de pouvoir justement vivre comme on le souhaite ici en France, et tant mieux, on est libre de cela. Mais c'est vrai que par ailleurs, on pourrait se dire dans ces cas-là, et je l'ai entendu dans la sortie des lycées, oh, mais enfin si je me rase la tête ou si je porte des dreads par exemple, c'est une signification politique ou une signification sociologique. Alors demain matin, pareil, je ne pourrais pas être comme je le souhaite à l'école. C'est la question que se pose en fait. Je comprends que ce ne soit pas la même chose, mais je voudrais quand même me permettre de vous poser ces questions-là qui ressortent souvent et qui peuvent être tout d'un coup en lien avec la laïcité aujourd'hui. Non mais le raisonnement n'est pas faux, et je pense qu'il faut vraiment entendre la parole des élèves, leurs incompréhensions. Ils sont très forts aussi pour pointer les incohérences et les difficultés, et poussent les adultes les plus âgés à un effort de réflexion et d'explicitation. Donc de ce point de vue-là, mettre l'accent sur l'aspect historique, politique, juridique, pour partie contingent de cette décision, de dire qu'elle a correspondu à la volonté d'une majorité au début des années 2000, mais qu'elle sera peut-être amenée ensuite à évoluer avec le renouvellement des générations qui peuvent avoir un point de vue différent sur ces questions de l'expression de l'identité, permet d'apaiser le débat. Il faut se plier aux règles telles qu'elles existent à un moment donné, et ça ne veut pas dire que ces règles sont figées dans le marbre et qu'il n'y a aucun moyen de donner son opinion dessus, voire d'essayer d'agir pour les changer. Alors malgré tout, on a pu observer depuis un an, et même bien plus longtemps d'ailleurs, mais en tout cas une hausse des atteintes à la laïcité dans le cadre de l'école, à la fois école primaire, donc très jeune, mais bien sûr collège et lycée. Est-ce que selon vous, Nicolas Cadenne, c'est un repli religieux ou plutôt un repli communautaire ? Alors déjà, la hausse des atteintes, j'ai analysé un petit peu plus finement parce que on le voit dans ce qu'on appelle les atteintes à la laïcité, il y a beaucoup de choses qui ne correspondent pas à la laïcité. C'est des atteintes plus larges aux exigences minimales de la vie en société, puisqu'on y retrouve des atteintes à l'égalité entre les filles et les garçons, des atteintes à la dignité humaine, etc. Donc ce ne sont pas que des atteintes à la laïcité. Ensuite, ces atteintes, on les retrouve souvent finalement dans des établissements où il n'y a que très peu de mélange socio-culturel. Et donc où finalement il n'y a plus assez de débats interactifs entre élèves, et où du coup il y a très logiquement, vous allez avoir des replis communautaires au sein d'une communauté commune, équivalente, qui peut être religieuse ou autre. Et donc effectivement, ce qu'on peut dire, c'est que c'est d'abord, ça traduit d'abord un repli au sein d'une communauté. Mais il faudrait aussi évoquer le fait qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément un retour du religieux, mais un recours au religieux. C'est-à-dire que vous n'avez pas plus de croyants aujourd'hui qu'hier, mais vous avez parmi les croyants, plus de monde qui souhaite exprimer son appartenance et la rendre publique, y compris donc dans les écoles, dans les collèges et lycées, qui ne sont pas imperméables au reste de la société. Et donc il faut comprendre pourquoi il y a ce recours au religieux. Il y a souvent un recours religieux dans l'histoire, dans des moments de fragilité multiples, de fragilité économique, sociale, etc. Et donc, dans ces périodes-là, on a affaire à un recours religieux comme valeur refuge. Parce que peut-être d'ailleurs, notamment les valeurs républicaines ne résonnent plus suffisamment chez beaucoup ou ne se traduisent pas en actes. Donc il faut agir à la fois sur la traduction en actes de notre devise républicaine, finalement, pour éviter des recours à la religion qui seraient vus comme excessifs, comme caricaturaux, comme pouvant porter atteinte à une cohésion de groupe, ce qu'évoquait Charles Mercier tout à l'heure au sein de l'école. Et puis, il faut aussi mélanger les publics pour qu'il y ait du débat interactif et qu'il y ait une ouverture des uns aux autres. Ce qui n'est pas toujours le cas. On a aujourd'hui des écoles, soit qui vont être très privilégiées, soit qui vont être très en difficulté, avec des publics très similaires d'un côté comme de l'autre. Et donc des populations qui ne se connaissent plus vraiment et qui effectivement se replient les unes sur les autres. Donc c'est à la fois la mixité sociale à l'école qu'il faut absolument travailler, et aussi travailler sur les causes du pourquoi il y a ce recours au religieux. Et puis bien sûr, à côté de cela, il y a pas mal d'outils avec l'enseignement moral et civique qui permet aux élèves
de comprendre quels sont les principes de la République en se mettant dans des situations très concrètes. Donc il faut le faire via des jeux de rôle, des mises en situation, quelque chose de très descendant, très interactif et pas de descendant. Et puis il y a aussi, on pourra en parler peut-être, l'enseignement laïque des faits religieux qui est quasiment pas fait en France, alors même que ça permet de mieux comprendre les courants de pensée et les courants religieux. Il ne s'agit pas de catéchisme, il ne s'agit pas de théologie, mais bien de traiter des faits religieux en tant que faits sociaux pour faire tomber un certain nombre d'a priori, de préjugés et pour mieux comprendre les autres dans leurs convictions ou dans leurs croyances. Parlons des contenus justement, et on l'a vu malheureusement avec deux affaires terribles, celle de Samuel Paty et de Dominique Bernard, et beaucoup de professeurs aujourd'hui d'histoire-géographie, je ne sais pas si c'est votre cas à l'Université de Bordeaux, mais en tout cas dans le cadre du lycée et du collège, Charles Mercier, ont vu effectivement des contestations d'époques de l'histoire qui étaient remises en question, en tout cas de faits historiques, ou en tout cas de manière de traiter, si vous voulez, l'histoire aujourd'hui. Nicole Belloubet a pris la parole à ce sujet et a dit que ces dernières, donc en fait les contestations de contenu dont on parle, sont liées à des questions sur les origines du monde et sur le fait religieux. C'est inquiétant et ce n'est pas acceptable. C'était en mars 2024, sa position. J'aimerais avoir une réaction à ce sujet. Alors oui, peut-être ce qui est intéressant de souligner, c'est que les atteintes à la laïcité, aujourd'hui, se sont déplacées donc des signes visibles vers les paroles ou les contestations ou les comportements. Donc on est passé du visible au non visible, à l'immatériel, ce qui montre que la loi n'a pas tout à fait réglé les problèmes puisqu'elle a déplacé en quelque sorte les tensions sur un autre terrain. Alors évidemment, il y a ces faits inqualifiables de menaces, de contestations. Il y a aussi en fait tout ce qui peut relever du comportement provocateur d'un adolescent qui a bien identifié que la laïcité et le religieux faisaient partie des lignes rouges des adultes et que s'il voulait provoquer, il pouvait aller sur ce terrain-là. Il était sûr de pouvoir provoquer une réaction. Et il y a aussi ce que les enfants ou les adolescents rapportent de chez eux sans filtre. Parfois, ils ont un discours qu'ils passent sans avoir forcément la maîtrise des codes nécessaires de la maison à l'école. Et je pense que c'est le rôle de l'école, c'est le rôle de l'éducation de permettre à ces enfants d'être accueillis avec ce qu'ils ont, avec les bagages qu'ils reçoivent à la maison et de prendre de la distance par rapport à cela, pas pour s'en émanciper forcément, mais pour accepter d'autres visions du monde, découvrir d'autres visions du monde. Et il y a plein d'enseignants qui font un travail magnifique, extraordinaire avec ça, qui réussissent par des dispositifs extrêmement respectueux du cheminement individuel à conduire les élèves d'un ancrage originel vers quelque chose de plus ouvert et de plus grand. Alors, vous me parlez d'éducation morale et civique, de MC à l'instant avec Nicolas Cadenne. Justement, et il ne nous reste plus qu'une minute, l'EMC enseignait aujourd'hui très peu de temps de manière hebdomadaire à l'école, ou en tout cas, ce n'est pas forcément réalisé, fait comme c'est demandé. Est-ce que les professeurs aujourd'hui, souvent donc enseignés par les professeurs d'histoire, géographie et de MC donc, ont le temps de pouvoir aborder justement les faits religieux et l'histoire de la laïcité dans son ensemble, ce que vient d'évoquer Nicolas Cadenne? Oui, alors effectivement, il y a une concurrence parfois entre les priorités au sein de l'éducation nationale et de fait, les faits religieux au collège et au lycée, ils sont enseignés dans les programmes d'histoire. Ils devraient aussi être abordés dans d'autres disciplines comme le français, l'éducation musicale, l'histoire des arts. Et là, ça dépend parfois de l'intérêt ou des priorités de l'enseignant. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas systématisé, qui varie beaucoup d'un établissement à l'autre, d'un professeur à l'autre parfois. Et il y aurait sans doute besoin d'une impulsion ministérielle forte pour que ce soit transversal en fait. Oui, et puis redonner une impulsion à cet enseignement qui avait été très dynamisé au début des années 2000 avec le rapport de Régis Debray, mais qui aujourd'hui est parfois en déshérence dans certains établissements, peut-être davantage au primaire qu'au secondaire. Merci à tous les deux de votre participation au Grand JT d'éducation. Charles Mercier, je rappelle que vous êtes professeur en histoire contemporaine à l'Université de Bordeaux et membre du laboratoire Culture, Éducation, Société. Merci d'être venu. Nicolas Cadenne, ancien rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité auprès du Premier ministre et également cofondateur de la Vigie de la laïcité. Merci à vous d'avoir participé au Grand JT. On marque une courte pause, on se retrouve.
Chaque matin, dès 6h, retrouvez Emmanuel Davidenkoff et son équipe dans La Quotidienne. En compagnie d'un invité fil rouge, il vous donne des clés de compréhension et des pistes d'action en matière d'éducation. L'école, c'est le sanctuaire, mais c'est aussi un sanctuaire qui doit protéger nos enfants. À partir de 9h, Patrice Boisfer prend le relais dans le MAG. Au cœur des territoires, la parole est donnée tous les jours aux élus locaux et régionaux, ainsi qu'à ceux qui font l'école. Initiatives locales, projets éducatifs, l'équipe du MAG met en avant ceux qui cherchent à faire bouger les choses. Et donc nous devons en permanence ajuster, accompagner les jeunes évidemment, mais aussi les familles et faire en sorte qu'ils puissent étudier dans des lieux le plus agréables possible. À 12h30, School TV vous propose de plonger dans l'école du futur. Avec ses invités, Philippine Dolbeau décode et teste les nouvelles technologies mises au service de l'éducation. Comment éduquer nos enfants à l'ère du numérique? Élément de réponse avec une équipe de chroniqueurs à la pointe des tendances tech. Nous, notre point, c'est de dire qu'avec l'expansion du numérique et la prépondérance des écrans, il est normal de donner à la littérature les moyens de se battre à l'heure du numérique. Tous les soirs à 20h30, dans le grand JT de l'éducation, Virginie Guillaume fait le point sur l'actualité du jour. Politiques et acteurs de l'éducation se questionnent sur l'avenir de nos enfants à l'école. Je me suis rendu compte que beaucoup d'enseignants aujourd'hui en France se retrouvent à utiliser leur propre téléphone portable, leur propre ordinateur pour faire des contenus ou pour dialoguer avec leurs élèves. C'est indigne. Chaque semaine, Malika Ménard reçoit une personnalité qui raconte ses souvenirs d'écolier et dévoile sa vision de l'école d'aujourd'hui et de demain. L'école de demain, ça doit être d'offrir 1 milliard de possibilités à tout le monde avec le même niveau de satisfaction et voilà, qu'il n'y ait pas les bons, les mauvais. School TV, imaginons ensemble l'école de demain. De retour dans le Grand JT, je suis ravie d'accueillir le docteur Catherine Fauché. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, docteur. Vous êtes responsable de la greffe et du don de moelle osseuse à l'Agence de la biomédecine. Alors, lorsqu'on parle de don, souvent, on l'associe au don d'organes. Mais il existe plusieurs dons, évidemment. Il y a le don d'ovocytes, de tissus, le don du sang aussi, et le don de moelle osseuse. On va en parler aujourd'hui. Le 21 septembre aura lieu la 10e journée mondiale pour le don de moelle osseuse. Alors, qu'est-ce que c'est précisément la moelle osseuse? Parce que je crois qu'il y a des confusions, souvent d'ailleurs avec la moelle épinière, ce qui n'a absolument rien à voir. Merci de votre invitation et de nous donner l'occasion d'en parler. Effectivement, la moelle osseuse est très souvent confondue avec la moelle épinière et c'est fort dommage parce que ça n'a strictement rien à voir. La moelle osseuse, c'est une petite usine à fabriquer des cellules du sang. Les cellules du sang, c'est ce qui circule dans notre sang et dont on a besoin pour vivre. C'est donc un organe vital. Les globules rouges, par exemple, transportent l'oxygène avec lequel on peut respirer et oxygéner nos tissus. Les globules blancs nous protègent contre les infections. Et les plaquettes aident à la coagulation du sang. Donc sans ces éléments vitaux, on ne peut pas vivre. Et ces éléments vitaux sont fabriqués par la moelle osseuse, par ce qu'on appelle les cellules souches hématopoïétiques, qui sont les précurseurs des cellules du sang qui se trouvent dans la moelle osseuse. Alors, il y a beaucoup de maladies, effectivement, on l'imagine, du sang. Mais qu'est-ce que ce don de moelle osseuse permet de traiter comme maladie? Alors, essentiellement des maladies graves du sang. Des maladies graves du sang comme les leucémies, les leucémies aiguës, qui sont des maladies cancéreuses qui touchent tous les âges de la vie, et ça, il faut quand même bien le rappeler. Les myélodysplasies, qui sont des maladies apparentées, on va dire, les lymphomes, les myélomes, les leucémies chroniques, un certain nombre de maladies malignes, mais aussi un certain nombre de maladies non malignes, comme par exemple des maladies héréditaires des globules rouges, comme la drépanocytose et la thalassémie. Certaines formes de drépanocytose et de thalassémie, bien évidemment les formes les plus graves, ou les déficits immunitaires, ce qu'on appelle les bébés bulles, par exemple, ou bien une maladie très grave et qui peut survenir à tous les âges de la vie aussi, mais plutôt chez les sujets jeunes, qu'on appelle l'aplasie médulaire. C'est un arrêt brutal de fonctionnement de la moelle osseuse qui fait que la personne a besoin en semi-urgence d'une greffe de moelle osseuse. Semi-urgence, ça veut dire combien de temps? C'est dans les Quelques semaines. Quelques semaines. Alors, qui peut justement faire un don de moelle osseuse aujourd'hui? C'est réservé à tout le monde? Vous, moi? Alors, le don de moelle osseuse, il se
produit quand on recherche un donneur pour un patient. Ouais. Dans la première recherche qu'on fait pour un patient, c'est la fratrie, les frères et sœurs. Les frères et sœurs qui ont le même papa et la même maman ont la même probabilité d'être compatibles avec le patient, c'est-à-dire une chance sur 4, ce qui est quand même pas non plus énorme. Les frères et sœurs, quel que soit leur âge, ils peuvent donner. Sauf que s'ils sont en mauvaise santé, voire eux-mêmes malades, bien évidemment, ils ne peuvent pas donner. Donc on cherche des donneurs non apparentés dans les registres internationaux, puisque de par le monde, il faut savoir qu'il y a au total 42 millions de personnes qui ont dit « Moi, je veux bien un jour donner ma moelle osseuse pour n'importe quel patient, n'importe où dans le monde, si les hasards de la génétique fait qu'on est compatible. » Ils l'ont dit, mais est-ce qu'ils l'ont fait? Ils l'ont dit et ils le font si on les appelle. Parce qu'en fait, les gens qui sont enregistrés comme étant donneurs de moelle osseuse sont des personnes que nous, en France, on appelle les veilleurs de vie, tout simplement parce qu'à partir du moment où on est inscrit, on est en veille et on est appelé si un jour, quelque part dans le monde, en France, mais aussi n'importe où ailleurs, un patient, par le hasard vraiment de la génétique, est compatible avec nous, avec la personne qui est inscrite comme donneur. Donc on peut être appelé la semaine prochaine, le mois prochain, dans 10 ans ou jamais. Mais dans 10 ans, on peut ne pas avoir forcément la même santé qu'au moment où on a dit oui. Tout à fait. C'est pour ça que quand on est donneur de moelle osseuse potentiel, veilleur de vie, donc, on a un site dans lequel, à soi, personnellement, en tant que donneur, on peut donner des informations au centre donneur dans lequel on est inscrit, c'est-à-dire un centre qui va être proche de son domicile, en disant, par exemple, pour les jeunes femmes, attention, je suis enceinte, donc je ne vais pas pouvoir donner dans les mois qui viennent. Ou pour d'autres personnes, attention, j'ai une maladie grave, je ne peux plus donner. On prévient en fait qu'on n'est plus donneur, qu'on n'est potentiellement plus donneur. Alors, il y a cette première notion de compatibilité, pardon. Mais il y a aussi, j'imagine, l'âge. On peut donner à tout âge ou pas? Alors, encore une fois, dans le cadre intrafamilial, on peut donner à tout âge, sous réserve d'être en bonne santé. Oui. Pour être inscrit sur le fichier des donneurs de moelle osseuse, donc des donneurs volontaires, anonymes, bénévoles, il faut être âgé de 18 à 35 ans. C'est une exigence qui est partagée avec beaucoup de registres dans le monde. Pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu que les médecins qui ont en charge des patients avec des maladies graves du sang choisissent dans l'immense majorité des cas des donneurs jeunes, de moins de 40, moins de 35, moins de 30 et même quelquefois de moins de 25 ans. Donc on a décidé d'inscrire sur le registre national, comme beaucoup de nos collègues dans d'autres pays, des personnes jeunes, puisqu'elles sont appelées à rester sur le registre éventuellement plusieurs années, voire en fait les personnes peuvent rester jusqu'à leurs 60 ans révolus. Et donc plus la personne est jeune et plus elle aura de chances d'être appelée. Et à l'inverse, plus la personne qui s'inscrit potentiellement aurait été plus âgée et moins elle aurait eu de chances d'être appelée. Beaucoup de fausses idées à déconstruire. On l'a dit, la première fausse idée, c'était par rapport à la moelle épinière versus moelle osseuse. Effectivement, ça n'a absolument rien à voir. Peut-être aussi sur la façon dont se déroule un don de moelle osseuse. Parce qu'on a l'impression tout d'un coup que c'est quelque chose de vraiment d'énormissime et que ça peut être dangereux et qu'on peut risquer des choses. Voilà, c'est la question que se pose. Alors, quand on a les critères pour être donneur de moelle osseuse, donc en l'occurrence pour être donneur volontaire inscrit sur le registre âgé de 18 à 35 ans, en fait, le premier critère, c'est d'être en parfaite santé. Il est bien évident qu'une personne qui n'a pas une bonne santé ne pourra pas donner, tout simplement parce qu'elle a besoin de s'occuper de sa propre santé et que le don à l'intérieur de cette problématique éventuelle n'a pas sa place. Par contre, quand on est en bonne santé, en parfaite santé et qu'on est âgé de 18 à 35 ans, le don, c'est quelque chose de très faisable, relativement facile. Je dis bien relativement facile parce qu'aucun don n'est facile, ne serait-ce que d'avoir la démarche de faire ce don, qui n'est pas facile, c'est une démarche réfléchie. Et pourquoi? Parce que ce don, contrairement aux idées reçues, il se produit dans la majorité des cas par un prélèvement dans le sang. Comme pour les personnes qui connaissent un peu plus, pour les personnes qui connaissent le don du sang, c'est exactement les mêmes circonstances, les mêmes machines, le même personnel qui réalise ce prélèvement. Ça s'appelle un prélèvement par cytaphérèse. Et ça s'apparente plus à un don de plasma ou de plaquettes en termes de durée. En fait, voilà, c'est 4 heures à peu près, c'est ça, pour un 4 heures environ. Ouais. Et ce don par cytaphérèse, il est tout à fait supportable, sous réserve d'avoir un peu de patience, parce que, bon, bien sûr, il faut rester immobile pendant 4 heures, mais il n'est pas douloureux, il n'est pas dangereux, et il est tout à fait réalisable. Pour le don de moelle osseuse, qui est un don qui est donc minoritaire, environ 20% des cas, ça se fait sous anesthésie générale, par ponction au niveau des os du bassin. Voilà.
Alors, pour le don de moelle osseuse, enfin, dans les deux cas, c'est le don de moelle osseuse. Dans les deux cas, pardon, c'est le don de moelle osseuse, c'est ça. Mais il peut se faire soit par. Voilà, dans le cas du prélèvement par le sang périphérique, on fait sortir dans le sang les cellules de souches hématopoïétiques qui habitent dans la moelle osseuse, c'est-à-dire dans en gros tous les os de l'organisme, avec un médicament qui s'appelle un facteur de croissance. Et ce médicament pousse les cellules souches hématopoïétiques dans le sang circulant. Et on a donc à les recueillir par prélèvement dans le sang, comme pour un don de sang. Quand on ne donne pas ce médicament et qu'on choisit donc le prélèvement par prélèvement de moelle osseuse au niveau des os du bassin, dans la plupart des cas, à ce moment-là, on prélève directement les cellules souches hématopoïétiques là où c'est le plus facile d'aller les récupérer, c'est-à-dire justement au niveau des os du bassin, parce qu'ils sont juste sous la peau et que c'est assez facile à faire techniquement comme geste. Mais on parle bien des mêmes cellules. Dans un cas, on les fait sortir dans le sang, elles circulent dans le sang et on les récupère à cet endroit-là. Et dans l'autre cas, on ne les fait pas sortir du tout, on leur fait rien du tout en fait, et on va les récupérer là où elles sont, en grand nombre et assez facile d'accès. Alors, si je comprends bien, Catherine Fauché, la situation, c'est-à-dire que donner effectivement sa moelle osseuse, dans les deux cas, on ne risque absolument rien. Ce n'est pas douloureux, il n'y a pas de risque. Et ça prend au maximum une journée ou deux si on va jusqu'à effectivement chercher dans le bassin. À condition d'avoir les critères pour le don, c'est-à-dire, en l'occurrence pour le don volontaire anonyme, d'être âgé de 18 à 35 ans et d'être en parfaite santé. Avant le don, on rencontre un médecin spécialiste qui fait un bilan de santé à la fois clinique et biologique pour savoir quel est l'état de santé de la personne. Et si une contre-indication est détectée, le don ne se fait pas. Donc, on est certain qu'on ne retient pour le don que les personnes, bien évidemment volontaires, qui sont en parfaite santé au moment du don. Alors, elles ont un critère effectivement qui est commun, c'est qu'elles sont en bonne santé. En revanche, il existe, je l'imagine, une énorme diversité chez les donneurs. Oui. Alors, c'est en fait l'un des critères principaux. Bien évidemment, on a beaucoup insisté sur l'âge jeune des donneurs. Alors, pourquoi d'ailleurs l'âge jeune des donneurs? Tout simplement parce que les prélèvements de moelle osseuse sont plus riches. On obtient plus de cellules et quand on a plus de cellules et qu'on les greffe aux patients qui va les recevoir, eh ben la greffe se passe mieux, tout simplement. Ensuite, le critère le plus important, c'est d'obtenir dans la population des donneurs de moelle une diversité au niveau du système HLA, du système d'histocompatibilité, qui soit aussi importante que la diversité des patients. En fait, il faut que le fichier des donneurs soit le miroir de la population des patients qui ont besoin d'une greffe. Donc on a besoin de personnes jeunes, je ne sais pas si j'ai déjà dit mais je le redis, on a besoin de personnes jeunes, mais surtout de toutes origines, toutes. En fait, on a besoin de chacun, hein, c'est notre slogan, parce que chacun est unique en fait, en son genre. Il y a 1000 possibilités, en fait 1000 demandes, si je puis dire, par rapport à la moelle osseuse, autant qu'il y a de personnes qui pourraient se proposer en tant que donneurs. Alors, chaque année, il y a 2000 personnes qui sont greffées, qui reçoivent une greffe de moelle osseuse, et un peu plus d'1 millier de personnes qui reçoivent une greffe de moelle osseuse à partir de donneurs non apparentés. Mais la diversité de ce qu'on appelle le système HLA, c'est dont c'est un peu notre carte d'identité biologique dont on hérite pour moitié du papa, pour moitié de la maman, eh bien, elle est immense. Il y a des millions et des millions de possibilités, de combinatoires de ces gènes du système HLA. Donc, comme chacun d'entre nous a une histoire génétique, mais quand je parle d'histoire génétique, je parle des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents, enfin, remonter à quand même assez loin, qui est unique, eh bien, on est intéressé par toutes les personnes qui vont apporter au fichier des donneurs la diversité de leurs origines aussi. Et donc, on a besoin de personnes d'origines diverses pour compléter le fichier des donneurs. Alors, comment ça se passe? C'est-à-dire que pour tous ceux qui nous regardent aujourd'hui, qui ont donc entre 18 et 35 ans, qui sont en parfaite santé, pour tous ceux qui hésitent, il faut aller consulter justement, et vous saurez si vous pouvez le faire, mais comment ça se passe? On va sur le site, par exemple, de l'Agence de la biomédecine. Le site qui s'appelle dondemoelleosseuse.fr. Oui. Et on a fait en sorte de mettre sur ce site, en gros, je ne voudrais pas m'avancer, mais la réponse à toutes vos questions, sous la forme de petites pastilles assez ludiques pour certaines, qui ne sont pas des cours magistraux avec des grands professeurs, c'est pas du tout l'idée. L'idée, c'est que chacun puisse y trouver l'information dont il a besoin. Parce que l'élément qu'il faut que je cite en plus de tout le reste, c'est l'engagement de ces personnes. C'est-à-dire que lorsqu'on va s'inscrire pour être donneur de moelle osseuse, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devenir donc veilleur de vie. Et on peut très bien être appelé dans 10 ans. Et dans 10 ans, il va falloir se rappeler qu'à l'époque où on s'est inscrit, on était très motivé pour donner à un patient malade. Et pourquoi? Donc,
cette réflexion, cet engagement, le fait de dire, si j'ai un problème de santé, il faut que je revienne vers le centre donneur où je suis inscrit pour signaler mon problème de santé. Si je déménage, si je change de numéro de téléphone, il faut que... Tout ça, c'est le témoin d'un engagement profond des personnes. Donc on a essayé de mettre sur le site Don de moelle osseuse, on a réussi à mettre sur le site Don de moelle osseuse la réponse à toutes les questions que se posent les candidats au don. Donc on se renseigne et puis à un moment on clique sur une petite icône qui s'appelle « Je veux devenir donneur » et là on obtient la possibilité de s'inscrire et de recevoir à domicile un kit de prélèvement salivaire où on va recueillir sa salive qui va permettre de faire l'élément fondamental pour devenir donneur, c'est ce qu'on appelle le typage HLA, qui permet d'être inscrit, donc anonymement, bien évidemment, sur le registre national des donneurs de moelle osseuse. C'est anonyme, c'est gratuit, ça ne fait pas mal, ça prend peu de temps. Oui. Et c'est un engagement pour l'autre, un engagement pour autrui, et on peut sauver des vies. Exactement. C'est un engagement solidaire, puisqu'on est solidaire des autres patients, des autres personnes, les personnes qui sont malades chez nous en France, mais aussi partout dans le monde. Donc c'est une solidarité internationale dont on fait preuve. Internationale, on est veilleur de vie, on sait qu'on peut sauver une vie en prenant juste quelques heures de son temps. Je le rappelle, ça fait pas mal du tout, ce n'est pas douloureux, c'est gratuit. Les équipes médicales sont aux petits soins, justement, pour pouvoir être avec nous dans ces moments-là, d'autant plus que dans 80% des cas, vous l'avez dit, c'est uniquement un don comme un don du sang, c'est la même chose. Un prélèvement sanguin. Donc ça, un prélèvement sanguin qui dure très peu de temps, quelques heures à peine. Donc voilà, foncez-y, vous le savez. Merci beaucoup, docteur Catherine Fauché, d'avoir été avec nous sur le plateau du Grand J, qui est responsable de la greffe et du don de moelle osseuse à l'Agence de la biomédecine. Merci beaucoup. Merci à vous. On va tout de suite aller regarder ensemble le meilleur de School TV avec le ZAP. En fait, ils essayent surtout d'arriver à avoir une IA générale, comme ils disent, même si pour moi, on n'y arrivera pas avec cette architecture-là, en tout cas. L'idée étant qu'en amont, sur GPT 3.5, etc., on faisait de la prédiction du prochain mot. Là, on est passé sur un autre modèle qui est capable, comme on l'a dit, de raisonner avant de répondre. On essaye de reproduire ce que fait le cerveau humain en se disant que quand je vous pose une question sur un problème de maths, on va se dire, OK, je vais d'abord prendre en considération le problème, les potentiels calculs que je vais devoir faire avant de venir répondre. Donc je pense que c'est un peu cette nouvelle stratégie. Et il y a surtout un autre point. Depuis 1 an, il y a une architecture s'appelle RLHF. En français, on pourrait dire de l'intelligence artificielle avec feedback humain. Donc, l'intérêt étant que les réponses que vont générer un utilisateur va permettre au modèle de s'améliorer seul. Donc, c'est un peu ce qu'ils essayent de faire avec ce nouveau modèle, à voir si at scale, donc at scale pour tous les utilisateurs, ça va marcher. Parce que vous l'avez testé. Je l'ai testé, c'est assez lent. C'est vrai. On est aux alentours des 30 secondes quand on pose une question qui est vraiment assez complexe. Camille Maël, la prière des enfants, c'est aussi le retour des pères, P-E accent grave, R-E-S, en tout cas de certains. Et ça n'a rien d'une évidence. Vu de l'extérieur, on se dit c'est chouette, papa revient. Non. Enfin, non, pas toujours. Pas toujours, voilà, exactement. Alors, en effet, les pères sont très attendus et beaucoup d'enfants ont hâte qu'ils arrivent et sont de fait heureux de revoir leur père parce qu'il leur a manqué. Il faut se dire quand même que les séparations durent depuis 3, 4, 5, voire 6 ans. Et donc, pour d'autres enfants, un nombre assez conséquent d'enfants, ce n'est pas toujours facile parce que le père est un inconnu. Il y avait ce témoignage d'un enfant qui expliquait que le père, finalement, c'est une photographie sur la table de chevet. Et c'est exactement ça. Le père est un inconnu et il est plutôt vécu comme un intrus, un étranger qui fait intrusion et qui nécessite... Il prend de la place. Il prend de la place, il revient dans le lit maternel alors que les enfants étaient habitués parfois à dormir avec leur mère. Une mère qui parfois va réserver un tout petit peu d'affection quand même au monsieur qui revient et peut-être un petit peu moins de temps ou d'attention aux enfants. Il faut partager l'amour maternel et parfois les pères, parfois les pères reviennent avec leur expérience des combats, l'expérience de la captivité et donc peuvent aussi avoir des comportements violents à l'égard des enfants et donc ça nécessite quand même un réajustement qui n'est pas toujours heureux avec des liens qui ne se c'est pas si évident que ça. Combien de temps de formation et quel est le programme des cours? Parce que j'ai quand même le sentiment qu'il y a une dimension technique, mais pas seulement.
Alors, combien de temps de formation? Souvent, c'est des laps de temps de 2 ans. Donc 2 ans pour le CAP, 2 ans pour le BMA, 2 ans pour le BP, etc. Et là, le contenu des cours, on va surtout être pour les cours théoriques dans de l'art, donc que ce soit de l'art appliqué, de la culture artistique ou ce genre de choses. Et on a aussi des cours théoriques plus techniques, comme de la technologie ou de la conception. Et tout le reste, pour les personnes qui ont déjà un diplôme équivalent au bac, ça va être que de l'atelier. Donc on va passer notre temps à l'atelier. Ça part ça. Dans quelle mesure l'utilisation des monnaies virtuelles, elle incite justement à des achats impulsifs et excessifs, Lisa? C'est un modèle économique de microtransactions qui peut être dangereux aussi à terme? Oui, tout à fait. C'est un peu la volonté des éditeurs, c'est-à-dire que si vraiment il n'y avait aucun intérêt commercial derrière tout ça, on proposerait aux utilisateurs de payer avec la monnaie classique dans les jeux. Sauf que forcément, il y a un espèce de biais cognitif. Par exemple, si j'achète 10 V-Bucks ou 100 V-Bucks pour 10 €, quand je les dépense, je ne me rends pas compte que, par exemple, tant de V-Bucks vont correspondre à tant d'euros. Alors que si on avait une réelle monnaie dans le jeu, si on me propose d'acheter une tenue pour mon joueur juste parce que super, c'est joli, ça va, voilà, et qu'elle est à 2 €, je vais peut-être me dire cet achat, j'ai peut-être pas dépensé 2 € pour ça. Donc effectivement, il y a un biais, et d'ailleurs c'est ce qui interroge aussi le terme exact choisi par l'UFC de pratique trompeuse. Est-ce qu'on peut vraiment parler de pratique trompeuse commerciale? Je suis pas sûre. Après, est-ce qu'on joue sur les biais? Ça, c'est certain. Il y a aussi celles et ceux dont une partie de la famille, voire toute la famille, ne revient pas. Et à l'intérieur de cette catégorie, celle des enfants juifs. Alors là, c'est une catégorie à part quand même dans le bouquin. Oui, exactement. Alors c'était toute la difficulté parce qu'ils sont à la fois comme les autres enfants par rapport aux expériences de guerre, puisque aussi ont faim. Ils sont, ils doivent affronter les dangers des bombardements et bien d'autres. Mais ils constituent quand même une catégorie à part, ne serait-ce que parce que eux sont contraints de fuir, ont des séparations brutales et courent le risque en fait de mort imminente et d'être déportés. Et après-guerre, il n'y a pas de retour systématique dans le pays d'origine pour ces enfants? Oui, exactement. Alors justement, comme c'est une catégorie à part et que dans les pays dont ils sont originaires, notamment la Pologne par exemple, des pays dans lesquels il y a encore beaucoup d'antisémitisme, ces enfants ne sont pas obligés de retourner dans les pays d'origine et peuvent choisir de migrer là où ils le souhaitent, notamment l'Amérique du Nord ou ce qu'on appelait la Palestine. Ce qui fait aussi des après-guerres d'autant plus complexes pour eux, parce que non seulement ils peuvent avoir perdu une partie de leur famille, ils ont vécu dans cette peur terrifiante pendant des années et des années, et ensuite il faut grandir dans un nouveau pays. Que répondez-vous à ceux qui disent qu'il n'y a pas forcément beaucoup de débouchés? C'est le contraire, il y a beaucoup de travail justement? Ouais, les grosses entreprises, par exemple, nous, dans notre secteur, les Folles-le-Grand, c'est la ville, la capitale du meuble. Et rien que nous, nos grandes entreprises ici recherchent des gens pour y travailler. Donc, non, du boulot, il y en a. Après, faut bouger. Et quand on regarde dans les atouts, Alexandre, il vient d'Alsace. Et rien qu'en Alsace, il y a beaucoup de tapissiers, beaucoup d'artisans, dont certains qui vont partir en retraite. Et faut prendre le relais par la suite. Donc, il y a du travail. Il y a du travail également, Christophe Caletta, pour les ébénistes? En ébénisterie, en menuiserie, en fabrication, en pose, dans toute la France, toutes les entreprises, beaucoup d'entreprises sont en recherche. On peut même parler quasiment de pénurie dans certaines régions. Effectivement, il y a énormément de travail dans le secteur de l'ameublement et même du bâtiment d'ailleurs. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui a préparé l'émission. À la réalisation aujourd'hui, c'est Xavier Sanchez. Le son, Héloïse Merlin. Le maquillage, Laure Eudemont. Laura Girard, Emma Ferré et Roxane Sarfati. À la rédaction, merci à vous. Bonne soirée. Ciao.